Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un numéro spécial de Territoire de France, durant lequel nous reviendrons sur une rencontre exceptionnelle. Anémone Giscard d'Estaing, ex-première dame très discrète, nous a accordé un entretien exclusif à l'occasion de la création de la Fondation Valéry Giscard d'Estaing. Il s'agit d'une femme de l'ombre pour qui la lumière des projecteurs et les plateaux de télévision n'ont jamais représenté une tentation, faisant partie des derniers témoins d'une époque qui marque le début de la vie politique moderne. Une femme qui, durant 68 années de mariage, a vécu aux côtés de celui qui fut jusqu'à il y a peu le plus jeune président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing, disparu en décembre 2020. Au cours de cette émission, nous retrouverons Anémone Giscard d'Estaing à Paris, mais également là où elle aime se ressourcer, sur ses terres, dans le Loir-et-Cher, à Othon. Et puis, c'est dans une autre commune de France, chère au Giscard d'Estaing, Chamalières, dans le Puy-de-Dôme, que nous irons à la rencontre de Louis Giscard d'Estaing, aujourd'hui maire de la commune et président de la Fondation Valéry Giscard d'Estaing. Regardez. Bonjour Madame Giscard d'Estaing, merci de nous accueillir chez vous, ici, rue Bénouville. Un appartement, un lieu chargé d'histoire dont on va parler dans un instant, mais une première question, pourquoi ne vous entend-on pas plus ? Écoutez, je pense que c'est un peu naturel. J'étais quand même tout à fait dans la sphère privée depuis de très nombreuses années, et donc il y avait peu d'occasions où ma voix puisse être perçue. Est-ce que vous avez conscience que vous avez appartenu à l'histoire des années 70, les 70s comme on dit aujourd'hui, dont on dit que toutes les études d'opinion, quand on interroge les Français, y compris et surtout les jeunes, trouvent qu'elles étaient des années de grand bonheur? Je ne crois pas que je pourrais l'expliquer, mais en effet, je pense que c'est le fait que mon mari a été élu jeune après une succession de présidents âgés et en mauvaise santé. Donc, ça a redonné un peu du dynamisme aux Français, et je rencontre encore souvent en effet des personnes qui me disent « Ah, mais en 74, j'ai fait la campagne et on était tellement enthousiastes ». C'est vrai que ça a laissé à beaucoup de gens un souvenir de renouvellement. Le président Giscard d'Estaing on a beaucoup dit, au début de son septennat, dans sa campagne, vous venez de l'évoquer, qu'il avait le goût, l'envie et le goût du bonheur. Est-ce que vous considérez, vous-même, que vous aviez ce même goût et cette même envie de bonheur? Oui, sûrement. Nous étions une famille unie avec 4 enfants qui avaient tous leurs projets de vie, leurs envies. Et puis j'étais encore, je dois dire, assez jeune. Donc j'avais aussi envie de créer, de faire quelque chose. Je disais que vous nous accueillez ici, chez vous, rue Bénouville, dans cet appartement cet hôtel particulier qui a une histoire liée à l'Élysée, puisque lorsque votre mari est devenu président de la République, a été élu en 1974, vous avez décidé, avec lui, ensemble, de ne pas habiter l'Élysée. Écoutez, c'était un peu une fonction du fait que l'Élysée n'était pas fait pour une vie de famille, que les présidents précédents, tous ceux de la 3e, 4e République, étaient des personnes un peu âgées, n'avaient pas une famille jeune. Et c'est ce qui a été le cas aussi du général de Gaulle et du président Pompidou. Et nous avions 4 enfants qui étaient adolescents.
Et il n'y avait pas d'appartement à l'Élysée qui était prévu pour accueillir une famille nombreuse. Il y avait juste un petit appartement pour le président et son épouse. Donc, et puis en plus, nos enfants, qui étaient en effet adolescents, n'avaient pas du tout envie d'aller être dans un lieu officiel où chaque fois qu'ils rentreraient ou qu'ils sortiraient, ils seraient observés par ou des journalistes ou qui passeraient devant des gardes républicains, qu'ils ne pourraient pas inviter leurs amis. Enfin, bref, tout ça, c'était quand même pas très tentant. Et nous étions très bien installés dans cette maison, donc... On va regarder quelques photos d'ici, de la rue Bénouville, des photos de famille. Ça se passait comme ça chez les Giscard à l'époque, c'est-à-dire qu'on se retrouvait pour les repas en dehors de l'Élysée, ici. Oui, oui. Le dîner principalement, bien sûr, le déjeuner en général... Le président restait à l'Élysée où il recevait ou au contraire il en profitait pour prendre quelques moments de détente sur place. Quel homme était-il au quotidien? Est-ce que les problématiques domestiques l'intéressaient par exemple ou pas du tout? Pas énormément, mais enfin, si je lui en parlais... Il était obligé de s'y intéresser. Oui. Vous voyez, par exemple, est-ce que c'est quelqu'un qui pouvait faire des tâches ménagères ou des choses? Non, ça, les tâches ménagères, à sa génération, les hommes n'en faisaient guère. Il ne descendait pas les poubelles? Non. Et il ne les a jamais descendues pour vous? Non. Non. Vous m'avez dit tout à l'heure, à une certaine époque, les hommes ne faisaient pas de tâches ménagères. À une certaine époque, les hommes avaient eu une éducation qui n'était pas comme les hommes d'aujourd'hui. C'est un peu ce que vous m'avez dit. C'est vraiment ce que vous avez ressenti dans cette vie avec Valéry Giscard d'Estaing? Assez, oui. Il n'était, j'allais dire, il n'était pas comme les hommes d'aujourd'hui. Non. Donc quand je vois la manière de vivre de mes petits-fils, ça n'est pas du tout pareil. Vous pensez à quoi là? Parce que là, vous pensez à quelque chose de particulier. Vous avez un exemple en tête là? La manière dont il s'occupe des enfants, par exemple. Ouais. Mon petit-fils, un petit garçon qui a maintenant 16 mois, il s'en occupe. Alors c'est le papa poule, admirable. Mon mari, je crois, quand on avait les enfants, il les voyait quelques instants par jour quand ils étaient tout petits, et l'idée qu'il aurait pu donner le biberon, alors là... Ou changer les couches, encore moins. Encore moins, oui. Au fond, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Bon, je pense que dans chaque circonstance, il y a du bon et du moins bon. Enfin, je pense que c'est bien que les hommes, maintenant, s'occupent de leurs enfants. La sécurité était un problème à l'époque? Mais alors, aucun. Aucun? Aucun problème, là, vraiment. Nous n'avons jamais... Enfin, moi, personnellement, je n'ai jamais eu de garde du corps. Vous n'avez jamais eu? Jamais eu de garde, non. Je circulais comme je voulais. Dans le quartier, ici, j'allais faire mes courses, je me promenais. Toutes les personnes étaient habituées à me voir, puisque j'habite là depuis toujours. Donc ça ne les frappait pas beaucoup. J'allais faire mes courses dans les grands magasins. Il n'y avait aucune difficulté. Je prenais ma voiture personnelle pour partir à la campagne. Vous conduisiez? Oui. Qu'est-ce que, en arrivant à l'Élysée, rupture de vie, des conseillers de votre mari viennent vous voir, vous avez votre propre équipe. Comment ça se passe concrètement pour les Français? Vous arrivez à l'Élysée, pas la première fois, vous connaissiez le lieu, mais la première fois comme occupante. Oui. Donc la première fois comme occupante, je suis arrivée et j'ai dit que je voulais avoir un bureau. Et ça a semé la consternation parce que ce n'était pas prévu. Celle qui vous avait précédée n'avait pas de bureau? Non. Donc il a fallu remanier un certain nombre de locaux pour accueillir mon bureau et quelques petits services qui en dépendaient. Le président Giscard d'Estaing vous a encouragé à ça, ou c'est vous qui aviez décidé de vous installer? C'est vous qui avez décidé. Oui.
comment vous expliquez que vous avez laissé cette empreinte, au moins au départ, quand vous êtes arrivé à l'Élysée, d'une première dame très concernée, vous aviez un bureau à l'Élysée, la première qui a eu un bureau à l'Élysée, et pourtant qui semblait effacée derrière son mari ou à côté de son mari. Comment vous expliquez ça? Je pense que mon mari avait une personnalité telle qu'il était difficile de lutter pour la lumière. On va regarder quelques photos maintenant également à l'Élysée pour regarder avec vous, madame. Voilà. Ça, par exemple, c'est une photo de vous dans les jardins de l'Élysée. De quand est née, est-ce que c'est cette époque-là, cette passion que vous avez, et on va vous voir chez vous, la pratiquer encore aujourd'hui, la botanique et au fond le rapport à la nature. Comment l'Élysée, sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, et avec vous, s'est embelli. Il y a eu des fleurs, il y a eu ces fameux orangers également, qui sont encore aujourd'hui à l'Élysée et que vous avez voulu installer. Pourquoi ? Bah, écoutez, c'est parce que j'ai passé la plus grande partie de mon enfance à la campagne, au contact de la nature, des animaux, des plantes. Mes parents s'intéressaient eux-mêmes beaucoup. Et dès que mon plus jeune âge, j'ai appris les noms des plantes, à distinguer les arbres les uns des autres. Enfin, et tout ça me paraissait tout naturel. Et donc, voilà, j'ai continué à aimer la nature. On va vous regarder dans vos terres, à Auton. Donc, vous avez passé votre enfance et où aujourd'hui vous vous rendez très régulièrement. Vous y habitez une partie de l'année ? J'y habite, je dirais, une moitié de l'année, puisque j'y suis au minimum 3 jours par semaine, et puis les périodes de vacances. C'est une respiration absolument essentielle dans votre vie aujourd'hui. C'est aussi c'est aussi un retour vers le président Giscard d'Estaing qui y est enterré, votre fille qui y est enterrée aussi. C'est important pour vous? Oui, c'est un enracinement très fort. C'est une propriété familiale, en effet, que j'ai connue toute ma vie. Parce que, en fait, ma famille avait une autre propriété sur Auton aussi, où j'ai passé toute mon enfance, mais celle-ci appartenait à une personne qui était une cousine assez lointaine, donc nous venions lui faire des visites et je m'étais toujours attachée à ce lieu que je trouvais charmant. Ce qui fait une grande partie du charme de cet endroit, ce sont les arbres. Il y a des très beaux arbres et d'essences assez variées. Les chênes, les hêtres, les châtaigniers, enfin, les arbres de nos forêts. Et puis nous avons planté des arbres un peu plus exotiques, si je peux dire. Par exemple, c'est les quilambars qui sont en alignement. Ce sont les ifs d'Irlande, qui ont un peu la forme des cyprès, mais qui sont moins méridionaux que les cyprès. Derrière, il y a ce cèdre que vous apercevez, qui a été planté par nous au tout début de notre installation ici, ce qui fait qu'il a à peu près 50 ans. J'y viens toutes les semaines. Je suis exploitant agricole encore, exploitant forestier, donc ça demande pas mal de travail administratif. Et puis je m'occupe du jardin. Je fais de la taille, je fais du désherbage, je fais des petits travaux. Mes parents aimaient beaucoup tout ce qui était plantes, arbres, fleurs, et donc nous avons communiqué ces goûts. J'y passe une partie de mon temps et c'est quelque chose que j'aime faire et qui me repose. Voilà, absolument un vraiment magnifique, très bel endroit. Madame Giscard d'Estaing, comment faites-vous pour conserver votre extraordinaire forme?
forme physique. Quel est votre secret? Je pense que c'est en grande partie le jardinage. C'est un exercice quand même pas très dur physiquement, mais qui mobilise l'ensemble du corps et puis qui vide la tête. Quand on est en train de tailler des rosiers, on ne peut penser à rien d'autre. Je reviens à votre vie à Auton d'exploitante agricole et forestière. Vous êtes donc confrontée, vous l'expliquiez, donc à la vie quotidienne d'une chef d'entreprise presque. Presque. Oui. Est-ce que vous connaissez les difficultés que peuvent avoir les Français ou les Françaises, justement, qui sont exploitants, qui ont des sociétés, qui essaient au fond de faire marcher leurs affaires? Est-ce que c'est des choses auxquelles vous êtes confrontés vous-même au quotidien, encore aujourd'hui? Un petit peu, bien sûr. Je comprends les problèmes des agriculteurs parce que c'est un métier vraiment très difficile. On a toutes sortes d'aléas qui peuvent arriver, des aléas du climat. Il peut y avoir ou du gel, ou trop de pluie, ou pas assez de pluie, ou toutes sortes d'aléas variés qui font qu'on n'est jamais certain que tout le travail qu'on a accompli va aboutir à quelque chose. Et puis ensuite, il y a les problèmes des prix, c'est-à-dire que on n'est pas du tout maître du prix auquel on va vendre ses productions. C'est un marché mondial qui évolue. Bon, il se trouve que cette année, pour la première fois depuis très longtemps, les prix des produits agricoles ont énormément monté, ce qui va hélas avoir des répercussions sur le prix de la vie. Mais pour les agriculteurs, c'est une année où ils ont enfin eu des bénéfices. Est-ce que votre influence, votre capacité d'alerter les autorités, le gouvernement, pourrait s'exercer dans ce domaine-là? Est-ce que... Non, ça je ne le crois vraiment pas. Mais pour quelle raison? Écoutez, je n'ai vraiment pas d'influence, c'est tout. Vous considérez que vous n'avez pas ou plus d'influence aujourd'hui? Vous pensez que c'est vrai? Oui. Bon, c'est normal. Pourquoi vous le constatez quand vous avez tenté d'intervenir? Vous trouviez que il n'y a pas eu d'effet à ce que vous demandiez? Ça fait appel à quelque chose de concret? Non, mais c'est un état de fait. Je ne cherche pas beaucoup à intervenir, il faut le reconnaître. Je suis curieux, on a donc été filmé à Auton et nous avons vu une très jolie d'ailleurs statue de chien près de là où est enterré Valéry Giscard d'Estaing. Pourquoi c'est parce que mon mari a toujours eu des chiens, des chiens de chasse surtout. Et ça a été une compagnie qui lui était très précieuse. Et donc, il a voulu, dans sa dernière demeure, être accompagné d'un chien. Donc, notre dernière chienne a posé pour cette petite statue. C'est joli. Vous-même, vous avez aujourd'hui des animaux autour de vous? Vous en souhaitez? Vous en avez? Non, mes enfants me parlent de m'offrir un chien, mais je trouve que je suis vraiment un peu trop vieille pour ça, parce que je pense que le chien me survivrait, et c'est peut-être pas souhaitable. Vous envisagez, puisque vous en parlez, Madame Giscard d'Estaing, la mort en étant croyante, comme vous l'avez indiqué, comment vous voyez ce temps après la mort? Est-ce que vous pensez que l'âme survit, que vous retrouverez ce que vous avez aimé? Est-ce que c'est quelque chose qui est chevillé au corps de votre croyance? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est quelque chose qui est très difficile à imaginer et vraiment... mais
je suis certaine que nous sommes destinés à être immortels, une partie de nous-mêmes, et que donc dans cette immortalité, nous retrouverons les êtres que nous avons côtoyés sur cette terre. Et j'allais vous demander, il vous tarde ces moments? Vous considérez que votre vie aujourd'hui, alors vous êtes en forme, vous êtes pleine, vous faites beaucoup d'actions, vous faites beaucoup d'allers-retours avec le Loir-et-Cher, etc. Vous avez l'air très active. C'est une activité qui fait que pour maintenir une vie normale, mais au fond, vous pensez déjà à la suite? Vous vous sentez de ce temps? Bien sûr. Le fait que dans la dernière année, j'ai perdu mon mari, il y a 2 semaines, une de ma sœur, font que forcément, on pense à ces fins dernières. Les gens ne savent pas que vous avez été une première dame des territoires. Plus qu'aucune avant vous, puisque vous avez effectué un voyage mensuel, tous les mois quasiment, dans un des territoires français, dans un des départements français. Alors comment ça s'est décidé, ça? On vous voit d'ailleurs en photo, en situation dans une des régions françaises. En effet, c'est moi qui l'ai décidé, que je pensais que c'était utile de... C'est pas votre mari qui vous a dit? Non, pas du tout, non, c'était une initiative de moi. Que c'était utile que, bon, en même temps que je serve de lien entre le président et la population française. Et donc, il fallait aller sur le terrain. Ça a été le cas, donc vous avez visité tous les mois un département. Passé 2 ou 3 jours. Ah, vous restiez sur place? Oui. 2 ou 3 jours. Donc vous dormiez à la préfecture en général? À la préfecture, absolument. Je demandais à ce que pendant ces 2 ou 3 jours, je puisse voir le maximum d'éléments de la vie locale, que ce soit en effet la vie culturelle, en voyant des monuments, des musées, des artistes, mais surtout au point de vue social, j'allais dans les maisons de retraite, dans les maisons pour enfants, et puis la vie économique aussi. J'ai visité beaucoup d'usines, je suis même descendue dans une mine. J'essayais de voir le maximum de ce que comportait chaque département. Qu'est-ce que vous pourriez dire de ce combat aujourd'hui, près de 35 années, portant cette fondation pour l'enfance? Ça consistait en quoi? Quelles étaient les actions concrètes que vous faisiez? Les actions concrètes ont évolué au fil des années, bien sûr. Mon idée de départ était en effet la protection des enfants contre toutes les formes de violence. Parce qu'il n'existait pas grand-chose en France dans ce domaine, que si un enfant était maltraité, la réaction je dirais, pavlovienne, était de dire il n'y a qu'à mettre l'agresseur en prison ou l'exécuter. Mais on ne cherchait pas à pourquoi ces faits s'étaient produits, pourquoi certains agressaient les enfants, comment on pouvait prévenir ces faits, comment on pouvait éventuellement aider aussi bien les agresseurs que les agressés. Il n'y avait pas de réflexion sur ces sujets. Donc petit à petit, j'ai créé des groupes de travail avec des gens compétents, des gens dans les milieux sociaux, des médecins, des juges, des avocats, des policiers, enfin un spectre très large de tous ceux qui avaient affaire à ces enfants quand ils étaient victimes de violences, pour essayer de trouver les meilleures manières de les aider. Et l'idée était, probablement très utopique, d'arriver à
prévenir ces violences. Comment vous jugez ces causes aujourd'hui qui sont nées ces dernières années, ces derniers mois, de mouvements souvent liés aussi aux réseaux sociaux, ce MeToo, cette dénonciation des violences faites aux femmes? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a surpris que ça surgisse dans l'époque comme cela, ou est-ce que vous l'aviez vu arriver? Non, pas vraiment, mais ce que je trouve assez décourageant, c'est qu'on ne progresse pas. Parce que tout ça, on le connaissait, tout ça, on le savait. Vous trouvez qu'on n'en fait pas encore assez pour ces causes-là? Vous trouvez qu'il faut en faire plus encore? Oui, probablement. Faut-il trouver d'autres manières de le traiter? Lorsque vous étiez à l'Élysée, vous avez pris conscience de ces problèmes et donc eu un engagement très fort que les Français connaissent pour ces causes. Trouvez-vous qu'aujourd'hui, ce travail que vous avez fait est poursuivi? Il a été assez peu poursuivi pendant au moins les 10 dernières années. Et je constatais qu'on redécouvrait ces problèmes et qu'il y a maintenant, en effet, des mesures qui sont prises qui vont, je l'espère, améliorer les choses. Mais c'est hélas, un combat à mener sans s'arrêter. Aux États-Unis, il y a une tradition, lorsqu'un président est élu, que son successeur le reçoive avec son épouse et que les quatre, au fond, organisent une transition douce, même quand ils n'appartiennent pas au même camp politique. Ouais. C'est une tradition américaine. Et donc, les First Lady se rencontrent entre elles, échangent et se font une forme de transmission des choses. Oui. Ça n'a pas eu lieu du tout avec vous lorsque François Mitterrand et Daniel Mitterrand sont arrivés à l'Élysée. Pourquoi en France, selon vous, ce genre de choses n'est pas possible? Je crois que malheureusement, il y a un esprit partisan en France qui est plus développé qu'aux États-Unis, certainement. Vous le déplorez? Oui, c'est quand même dommage. En effet, l'exemple des États-Unis nous a toujours paru remarquable quand dans toutes les cérémonies officielles, etc., les anciens présidents étaient invités, assistaient à des événements avec leurs successeurs. En France, ça n'a jamais eu lieu que je sache. Vous n'avez jamais été invité par Daniel Mitterrand à des manifestations? Jamais, non. Et vous avez eu des contacts avec elle? Vous avez eu l'occasion d'en parler? Aucun. Jamais aucun contact? Jamais, non. Non, je crois que nous étions très différentes et qu'il n'y aurait pas eu beaucoup de points communs. De celles qui vous ont succédé, avec laquelle vous étiez le plus en accord? Je prends probablement Bernadette Chirac, puisque je l'avais connue quand même avant, quand son mari était Premier ministre. Donc nous avions un petit peu quand même plus de familiarité, je dirais. Malgré l'antagonisme politique entre Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing, vous avez réussi à maintenir un lien? Un petit peu, mais pas tellement au début de son élection, pas tellement, non. Il se pourrait qu'une femme soit élue présidente? Je le souhaite, et mon mari le souhaitait beaucoup. Valéry Giscard d'Estaing souhaitait qu'une femme arrive à la tête du pays? Ah oui, beaucoup, oui. Alors là, ça va bouleverser les choses. Quel pourra être le rôle du first man, du mari d'une éventuelle présidente de la République? Comment vous voyez ça? Ça m'a toujours paru un peu difficile, peut-être plus difficile dans nos pays latins que dans les pays anglo-saxons, où le mari de Margaret Thatcher ou le mari de Merkel ont su trouver une place discrète, mais
En France, bon, on n'a pas encore vraiment cette expérience, donc ça sera ceux qui vont le vivre de créer le précédent. De cette vie dense, cette année à l'Élysée, toute cette vie aux côtés d'un homme d'État, d'un homme politique majeur dans son pays, qu'est-ce que vous retenez de rencontres personnelles? Bon, je pourrais citer bien sûr le président, le chancelier Schmitt, qui était un grand ami de Valéry Giscard d'Estaing. C'était un ami très proche et vraiment on sentait entre les deux un lien très fort. Nous avons été invités par le chancelier Schmitt chez lui, il est venu chez nous en Auvergne, il est venu au mariage de notre fils. Enfin, vraiment, c'était une amitié d'homme à homme, je dirais, assez extraordinaire. Bon, d'autres personnes remarquables, je pourrais parler du président d'Égypte, le président Sadat, qui était vraiment quelqu'un de très extraordinaire. On sentait que cet homme était, je ne sais pas, il avait une espèce d'aura, étonnant. Et donc nous étions liés avec lui, avec son épouse, nos enfants étaient devenus amis. Et son assassinat était vraiment un choc affreux. Vous parliez aujourd'hui de ces engagements qui ont été quotidiens dans votre vie de l'après-Élysée. Quand vous êtes parti de l'Élysée, ça a été difficile pour vous aussi. On connaît dans les mémoires du président les sentiments qu'il a eus vis-à-vis de cette sortie de l'Élysée, huée par des partisans de l'autre camp, donc inélégante, etc. Comment vous l'avez vécu vous-même, vous? Ça a été une période très, très douloureuse, très, parce que nous nous sommes sentis pratiquement exilés dans notre propre pays. Tout était fait pour occulter complètement ce qu'avait fait mon mari. Et même, je dirais, il y avait des mesures qui étaient vraiment parfaitement choquantes. Il se trouve que nous avons été invités dans des pays étrangers, ou par des chefs d'État, ou par des grands organismes importants. Et quand nous y allions, les ambassades de France, là, dans ces pays-là, avaient instruction de ne pas nous recevoir. Aujourd'hui encore, vous pensez que ce septennat n'est pas assez mis en valeur au regard de l'histoire? Oui, je le constate très fréquemment. Par exemple, vous avez un exemple précis? Vous avez lu la presse récemment? Ben oui, même ce matin, dans un éditorial où on cite le président Pompidou, le président Mitterrand, Sarkozy, Chirac, et mon mari n'est pas cité, alors qu'il a quand même été président pendant 7 ans. Madame Giscard d'Estaing, vous me disiez que vous aviez été meurtrie par le fait que les successeurs de votre mari n'avaient rien fait pour laisser l'histoire, au fond, juger du septennat de votre mari. Et que, d'une certaine manière, on parlait tout le temps des 2 mandats de François Mitterrand, des 2 mandats de Jacques Chirac, du mandat de Nicolas Sarkozy, de celui de François Hollande, et que celui de votre mari paraissait entre parenthèses. Absolument, oui, ça c'est. Je voudrais vous demander pourquoi. Ben, c'est difficile à expliquer, en effet. Bon, en ce qui concerne le président Mitterrand, forcément, comme il voulait, lui, tout changer, il fallait qu'il fasse oublier ce qu'il y a eu avant. Et là, il y a eu, en effet, pendant des années, une occultation totale de tout ce qui avait été créé. Total et volontaire. Et je pense volontaire, oui. Bon,
du côté du président Chirac, il devait y avoir aussi un souhait qu'on ne fasse pas de comparaison. Votre mari en a-t-il été affecté? Oui, oui. Beaucoup? Oui. C'est une des raisons aussi de la création de cette fondation, j'imagine? Oui, sans doute, oui. Vous avez eu à affronter des gens hostiles dans votre vie après l'Élysée ou avant, pendant la campagne électorale, plutôt après l'Élysée? Après, non, pas tellement. Non, la campagne électorale avait été terrible. Mais... Dans quel sens terrible? C'était vraiment une espèce de campagne haineuse qui était très, très dure à vivre. Celle de 1981? Oui. On voit que vous en avez un souvenir... Oui, parce que quand ce sont je dirais, les ennemis naturels qui vous... Bon, c'est normal. Mais quand c'est quelqu'un qui, normalement, devrait être dans votre camp, c'est beaucoup plus pénible à supporter. Vous faites allusion à Jacques Chirac et oui, à ceux qui ont entouré Jacques Chirac. C'était vraiment affreux. Vous l'avez vécu comme une trahison? Bien sûr, oui, bien sûr. Parce que c'était les pires attaques venaient d'eux. Et c'était ça qui était vraiment très pénible. Moi, j'ai circulé dans toute la France pendant cette période. Et partout, on voyait les affiches de mon mari lacérées. Enfin, c'était vraiment affreux. Évidemment, le choc pour vous de quitter l'Élysée. En même temps, une forme de délivrance pour vous ou pas? En un sens, oui. 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 Madame Giscard d'Estaing, vous étiez préparée à un deuxième septennat s'il avait dû avoir lieu? Moi, je pense que j'étais en un sens préparée ayant l'expérience du premier, mais en même temps, je me rendais compte que 14 ans, c'était trop long. Et que ça n'aurait pas été finalement une bonne chose. Mais par ailleurs, mon mari avait encore tellement de projets pour la France, il voulait faire tellement de choses que d'avoir été comme ça, privé de ça, ça a été très dur. Il y a eu un moment très émouvant qui était l'anniversaire de la disparition de Valéry Giscard d'Estaing, qui a été célébré par le président de la République et Madame Macron à Strasbourg. Je voudrais vous montrer quelques images de ce moment. Bien sûr, vous étiez présente accompagnée de vos enfants et de votre famille à Strasbourg. Qu'est-ce que vous avez pensé de la tonalité du discours du président de la République Emmanuel Macron, qui était présent donc à cette cérémonie d'hommage à Valéry Giscard d'Estaing au Parlement européen? Il était dans la tonalité des hommages qu'il avait déjà rendus à mon mari lors de son décès, et depuis il a eu l'occasion d'en parler, donc il rend hommage à sa vision, son engagement pour la France et pour l'Europe. Et il se trouve que là, nous étions au Parlement européen, donc c'était très, très centré sur l'engagement pour l'Europe de mon mari, qui n'a jamais faibli. Est-ce que, à vos yeux, le président de la République, Emmanuel Macron, incarne une forme de, on va dire, de suivi de ces préceptes giscardiens? Est-ce que vous le considérez comme un héritier, un digne héritier de Valéry Giscard d'Estaing? Bon, le mot héritier n'est peut-être pas exactement celui qui convient, puisque chaque président a sa propre personnalité, son propre programme, ses propres idées, mais certainement beaucoup des choses qui sont dans les idées de M. Macron rejoignent celles de mon mari, ça sans l'ombre d'un doute. Vous avez pu avoir des conversations là, donc avec le président Macron ou avec Brigitte Macron
justement sur l'expérience que vous aviez eue, vous, et à l'Élysée, alors longtemps après, bien sûr, mais est-ce que c'est des choses qu'on peut se dire entre familles qui ont exercé le même type de responsabilité, même à beaucoup d'années d'intervalle? Ben, au moment de l'élection du président Macron, j'avais eu en effet un petit peu un appel de Brigitte Macron pour me demander si je pouvais lui donner quelques conseils éventuellement, mais je trouvais que chaque personne a sa manière de vivre les événements et que c'est difficile à transmettre. Alors vous lui avez dit quoi quand elle vous a appelé? Vous lui avez dit... Je ne m'en souviens plus tellement, mais enfin c'était vraiment assez général. Est-ce que vous considérez qu'elle exerce une forme de responsabilité pour une première dame qui convienne à sa fonction? Ben, il me semble que oui. Bon, j'ai l'impression que, hélas, la pandémie que nous vivons depuis presque 2 ans ont beaucoup eu une influence sur ses activités. Elle semble en avoir eu quand même moins qu'au début du septennat. C'est plus un septennat, c'est quinquennat. Justement, alors comme vous n'aviez pas eu l'occasion de pouvoir échanger beaucoup, qu'est-ce que vous qui regardez, qui avez vécu ça et qui regardez comment les choses se passent aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à une première dame de faire aujourd'hui, dans cette époque? C'est une situation qui vous permet d'avoir une influence et des actions que, je dirais, la citoyenne lambda ne peut pas avoir. Mais en même temps, enfin moi c'était ma conviction, c'est que on n'est justement pas élu. C'est le président qui lui est élu, son épouse n'a pas de mandat qui lui soit donné. Vous voulez dire qu'elle n'est pas légitime aux yeux des Français? Elle a peut-être une certaine légitimité, mais une légitimité quand même très limitée, puisque c'est pas elle qui a été élue. C'est ce que vous avez ressenti vous-même? Oui, complètement. C'est la raison pour laquelle vous ne vous êtes pas mis en avant, ou on a la perception que vous avez été une première dame discrète, c'est à cause de cet état de fait? Oui. Donc aujourd'hui, une première dame qui est dans le même cas que vous, Brigitte Macron, vous pourriez lui conseiller, avec votre expérience, parce qu'au fond vous étiez à l'Élysée plus longtemps qu'elle n'a été à l'Élysée, mandat de 5 ans, vous avez été 7 ans à l'Élysée, qu'est-ce que vous pourriez suggérer de faire? Je ne me permettrai pas de suggérer quoi que ce soit. Chacun a, ou chacune, a sa personnalité, sa manière de concevoir les choses, et voilà, c'est ça qui compte. Ça nous amène à parler de la Fondation. Cette Fondation, vous la voyez concrètement comment? Vous voulez qu'elle perpétue quelle image, quelle thématique de ce qu'a fait votre mari? Il y a tellement de thématiques qui seront à développer. Et il y en a une qui vous tient à cœur particulièrement? Bon, ben, il y a bien sûr tout ce qu'il a fait pour la condition féminine. Ça, c'est déjà très important. On y revient. Oui. Ce qu'il a fait dans le domaine de l'art et de la culture, qui est quand même considérable, puisque c'est lui qui a créé le musée d'Orsay, l'Institut du monde arabe. Enfin, il a eu énormément d'influence dans son septennat sur tous ces sujets. Et ça, c'est quelque chose qui devrait être rappelé et être mis à son honneur. Ça vous fait plaisir qu'elle existe, cette fondation? Oui, bien sûr, c'est nécessaire.
Est-ce que vous allez vous y impliquer dans ces actions? Est-ce que vous allez aider à la populariser? Si on me le demande, éventuellement, mais je pense que, vu mon âge, je n'aurai pas beaucoup d'occasion d'avoir une action forte. Est-ce que vous auriez envie d'écrire vos mémoires, vous? Non. Non, c'est trop tard de toute façon. Non? Pourquoi trop tard? Parce que ma mémoire n'est peut-être plus... On a vu aujourd'hui en tout qu'elle était bien vivace. Merci Madame Giscard d'Estaing de nous avoir accueillis, de nous avoir consacré du temps, vous qui intervenez très peu à la télévision et dans les médias. Merci infiniment. Après cet entretien à Paris où ont vécu les Giscard d'Estaing, rue Bénouville, dans le 16e arrondissement, je vous propose de nous rendre maintenant à Chamalières, aux portes de Clermont-Ferrand. Valéry Giscard d'Estaing y a été maire pendant 6 ans jusqu'à son élection comme président de la République en 1974. Aujourd'hui, c'est Louis, son fils, qui occupe les mêmes fonctions. Une mairie, vous allez le voir, encore pleine de souvenirs. Regardez ce reportage. À une encablure de Clermont-Ferrand, la ville de Chamalières garde toujours l'empreinte de Valéry Giscard d'Estaing. Le timbre hommage, en l'honneur de l'ancien président disparu en 2020, orne toujours l'hôtel de ville. Et aujourd'hui, c'est Louis Giscard d'Estaing, son fils, qui est aux commandes de la ville depuis 2005. Valéry Giscard d'Estaing a été maire de Chamalières de 1967 jusqu'à son arrivée à l'Élysée en 1974. C'est d'ailleurs ici qu'il décide de lancer sa candidature. Eh bien, cette photo, tout simplement, c'est l'annonce de la déclaration de candidature dans cette salle même par mon père en 1974. Il choisit de se rendre dans la salle du conseil municipal de Chamalières, qui est restée ici, en mairie, au premier étage. Et on voit le portrait du président Georges Pompidou avec le crêpe du deuil. Cette photo, c'est le bain de foule, c'est les journalistes et c'est toutes les personnes qui sont venues pour saluer le candidat, le ministre des Finances, le maire de Chamalières. Et on sent bien qu'il y a à la fois cet intérêt, cet enthousiasme et la volonté, bien sûr, de rencontrer le candidat et le futur président à un moment particulier de la vie politique de notre pays. Louis Giscard d'Estaing n'était pas prédestiné à entrer en politique. Il a commencé sa carrière professionnelle dans un grand groupe français à l'étranger, un choix et un engagement sur lequel Valéry Giscard d'Estaing n'a jamais pesé. Et il ne nous a, à aucun de nous quatre, des 4 enfants, il ne nous a donné finalement de conseils ou en tout cas de commandes sur ce que nous devions faire. Il était très respectueux du fait que nous avions chacun notre parcours, notre autonomie. J'ai fait une école de commerce. Mon père n'y voyait pas d'inconvénient. J'allais plutôt vers le secteur privé. C'était ça mon tempérament. Et j'ai ensuite commencé à travailler dans le secteur privé. Et c'est simplement des années plus tard que je me suis engagé en politique ici, dans le Puy-de-Dôme, au sein des instances de l'UDF du Puy-de-Dôme, dont mon père était président. Il ne m'a pas découragé, il ne m'a pas demandé de le faire, c'était à mon initiative et il en a été respectueux. Depuis janvier 2021, Louis Giscard d'Estaing a pris les rênes de la fondation Valéry Giscard d'Estaing avec la mission de mieux faire connaître le septennat du président. La fondation Valéry Giscard d'Estaing, en fait, mon père de son vivant l'avait instituée. Il l'avait d'abord localisée au château d'Estaing dans l'Aveyron, qu'il avait acquis en 2006 ou 2007. Il a ensuite décidé d'y créer des salles d'exposition consacrées à son activité politique, à ses engagements pour notre pays, pour son industrie, par exemple, électronucléaire, également pour l'environnement, pour la cause des femmes, et donc il y a et pour l'Europe, et bien évidemment, nous avons comme vocation de faire connaître, de faire mieux connaître aux jeunes générations toutes les actions, tous les acquis du septennat ou de l'action politique en France et en Europe ou dans le monde, exercée par Valéry Giscard d'Estaing tout au long de sa vie. Un septennat dont Louis Giscard d'Estaing veut défendre le bilan. Il faudrait que l'on retienne d'abord la modernisation de la société française, puisque quand il est élu en 1974, il donne des droits nouveaux dans beaucoup de domaines.
Bien sûr, c'est les droits nouveaux donnés aux femmes avec la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse. C'est les droits nouveaux donnés aux jeunes de 18 à 21 ans, puisque la majorité légale était alors à 21 ans, elle est abaissée à 18 ans, c'est le droit de vote pour les jeunes. C'est des droits sociaux également importants pour les personnes âgées, c'est l'instauration du minimum vieillesse, c'est la loi sur le handicap, qui est la première loi en France consacrée aux personnes handicapées. L'alternance de 1981, quand François Mitterrand est élu, n'aboutit à aucune remise en cause des textes de loi, des mesures qui avaient été prises entre 1974 et 1981. C'est très important. À la tête de la Fondation Giscard d'Estaing, Louis compte bien continuer de faire vivre les idées de l'ancien président en France, mais bien sûr aussi en Europe, l'autre combat qui tenait à cœur à Valéry Giscard d'Estaing. Voilà, ce numéro spécial de Territoire de France avec Anémone Giscard d'Estaing est terminé. Merci de nous avoir suivis sur toutes les antennes de TV5 Monde. À très bientôt. Au revoir.